Sur l'ensemble de notre histoire, nous avons vécu les 9/10 en tant que chasseurs-cueilleurs nomades. Sillonnant le monde par petits groupes en quête de nourriture, les hommes se sont progressivement étendus aux 4 coins du globe. Il y a 6 endroits dans le monde que l'on nomme les creusets de la civilisation. Car à un moment donné, en Inde, en Chine, en Mésopotamie, en Égypte, en Amérique centrale et dans les Andes, l'homme a choisi de s'arrêter pour fonder une société organisée plus complexe. Et c'est sur la côte péruvienne que les scientifiques ont déterminé avec certitude la région dans laquelle a émergé la première civilisation du continent américain au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Reste à savoir ce qui a provoqué ici ce bouleversement dans l'histoire des hommes. D'où a germé l'étincelle qui a conduit les hommes à abandonner un mode de vie qui avait fait ses preuves pour se lancer dans l'inconnu de la civilisation telle qu'on l'entend aujourd'hui. Diverses théories ont vu le jour pour expliquer la naissance d'une société complexe dans cette région. Pour certains, cette civilisation est née sur les côtes. Pour d'autres, dans les terres. Ces théories sont aujourd'hui examinées à la lumière de nouvelles technologies et de nouveaux types d'analyses utilisant des champs différents. Pour Winifred Creamer, Jonathan Haas, Miguel Diaz, Luis Waman, Nathan Craig et toute l'équipe du projet archéologique Norte Chico, l'enquête est lancée. Le but étant d'élucider le mystère des balbutiements de la civilisation, ici à Norte Chico. Répondre au dilemme de la poule ou de l'œuf. Hay lascas por allá. Yeah, I know. Le Pérou est un pays buvard, dans le sens qu'il garde les empreintes des changements marquants de son histoire. Une histoire qui d'ailleurs remonte loin. La civilisation de Norte Chico était une société précolombienne organisée, qui n'englobait pas moins de 30 centres de population majeurs. C'est la civilisation la plus ancienne du continent américain, puisqu'elle s'est développée durant la période de l'Archaïque tardif, qui va d'environ 3000 à 1800 avant Jésus-Christ. Elle détenait la technologie textile et il y existait probablement déjà un culte à des symboles d'un dieu commun. Elle manifestait aussi une organisation avérée par la construction de structures monumentales. Le Norte Chico est situé au nord de la côte centrale, à environ 170 km de la capitale, Lima. La découverte de Norte Chico a d'ailleurs permis de déplacer le centre des recherches archéologiques loin des zones montagneuses au littoral, jusqu'alors dénigré. La zone est extrêmement aride, encerclée par 2 barrières naturelles à la pluie, que sont d'une part les alizés du Pacifique à l'ouest et d'autre part les Andes. Toutefois, la région est ponctuée de plus de 50 rivières nourries par la fonte des neiges andines. Le Norte Chico est composé de 4 vallées côtières. Grâce aux rivières coulant dans ces vallées et à leur intercommunication, le système géographique de Norte Chico, malgré sa taille, s'est avéré propice à l'implantation humaine. Propice à tel point que le Norte Chico est remarquable par l'exceptionnelle densité de ses sites, aussi bien que par leur taille propre.
Cette densité dans une si petite aire géographique est unique au monde dans le cas d'une civilisation naissante. Pendant le 3e millénaire, Norte Chico aurait pu être la civilisation la plus densément peuplée du monde. La vallée de Fortaleza est la vallée où travaillent actuellement les membres du projet archéologique Norte Chico et notamment l'équipe de prospection de Miguel Diaz. Hacia la margen izquierda de la pista, ¿ya? Listo, vamos. Cierra todo. ¿Estás segura? Le travail de prospection consiste à rechercher des sites d'implantation humaine dans une zone déterminée par les traces visibles en surface. Munis de leur GPS et de leur appareil photo numérique, Miguel et son équipe parcourent les vallées. Il leur arrive de trouver jusqu'à 4 sites par jour. Tú haces la finta allá, Lucho, tú haces la finta por allá y tú te vas a tu casa. Listo. Ya. A toque nomás, ya. Ce que nous faisons ici est une reconnaissance systématique des preuves archéologiques en surface. Et ceci avec l'intention de fouiller tous les sites archéologiques qui existent dans la vallée, et dans ce cas dans la vallée de Fortaleza, en voulant mettre l'accent sur les sites précéramiques, car le précéramique tardif situé entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ, qui est la période étudiée par le projet archéologique Norte Chico, est la période durant laquelle s'est produit un grand développement de civilisations complexes. Ces traces sont très dures à trouver en surface, car ils ne possédaient pas d'architecture visible, en dehors de simples campements qui subsistent difficilement. Mais cependant, nous avons pu découvrir certaines de ces traces, comme les pointes de projectiles, l'artisanat en coquillages et en perles, et de plus les bases des vieilles maisons, les foyers. Et c'est ce que nous continuons à chercher. C'est la base de l'archéologie. La prospection ou l'exploration systématique de la surface est la base de l'archéologie. Car à partir de là, nous pouvons prendre connaissance du potentiel dont nous disposons. Bien que le concept de civilisation ait été défini de différentes manières, il est généralement appliqué aux quelques rares cultures qui ont développé une stratification sociale, des formes de religion et d'art, une économie agricole à haut rendement et des centres urbains pourvus de constructions monumentales. L'équipe de prospection rejoint le QG du projet archéologique Norte Chico, où ils sont accueillis par Jonathan Haas, le responsable de la mission. Ay, doctor, hemos encontrado spondylus. Sí, sí, sí. Les échantillons trouvés par Miguel sont soumis à un examen attentif qui se poursuivra plus tard dans le laboratoire de la maison de fouilles. Miniatura de cuarzo, Qué bonito. ¿Qué piensa, doctor? Yo pienso que me parece como un recuay. Puede ser recuay, ¿no? Sí. Sí, estaba casi en la cima de un cerro, en la cresta. Vamos al laboratorio. Vamos para verlo mejor, doctor. Ajá, claro. Si vous observez l'évolution de la culture sur 15 000 ans,
Vous voyez que les sociétés vont d'un schéma d'organisation relativement simple à un schéma d'organisation beaucoup plus complexe. C'est un fait. C'est ainsi que cela s'est produit. Il y a 15 000 ans, le monde entier était occupé par de simples bandes de chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, le monde est occupé par des États-nations. Si on se penche sur la notion de complexité et sur la manière dont elle se complexifie, c'est une question intéressante. Comment obtenir de ces différents membres qu'ils travaillent ensemble ? Je pense qu'il est primordial de garder à l'esprit qu'elles ne deviennent pas meilleures dans le temps. L'évolution de la culture n'est pas le progrès. Les sociétés ne se perfectionnent pas d'un état à l'autre. Nous n'essayons pas d'aller vers une notion de perfection en termes de culture. J'ai donc regardé ceci en termes de musique, et j'ai vu que mes filles, quand elles ont commencé le piano, devaient toutes s'entraîner sur le même morceau. Et ce morceau était la lettre à Élise de Beethoven. C'est un morceau de musique très simple, nécessitant une seule personne et un seul instrument jouant des accords simples. Puis vous pouvez prendre un morceau pour quatuor, et il joue maintenant un concerto de Beethoven. C'est plus complexe. La musique elle-même est plus riche, possède plus de diversité, et demande 4 musiciens et 4 instruments qui communiquent entre eux. Nous avons ensuite la 9e symphonie. C'est de la musique encore plus complexe, qui demande un orchestre symphonique entier, dont les membres communiquent tous les uns avec les autres. Et cela devient si complexe que cela nécessite la présence d'un chef d'orchestre qui dit « tu fais ci, toi tu fais ça ». Et ce chef d'orchestre est le leader dans ce schéma. Il organise le morceau de musique. Puis vient ensuite un des opéras de Beethoven comme Fidelio. C'est toujours plus complexe. Fidelio est-il mieux que la lettre à Élise ? Je ne pense pas que quiconque pourrait les départager dans ce sens. Vous pouvez assister à une production catastrophique de Fidelio et à une brillante interprétation de la lettre à Élise, pour laquelle tout critique dirait « Ah !» C'est une très belle interprétation, une interprétation d'une grande complexité. Cela n'en demeure pas moins un morceau simple. La société se complexifie d'une manière semblable. Si on regarde les communautés de chasseurs-cueilleurs, elles sont équivalentes à la lettre à Élise. Il y réside peu d'interconnexions. Puis vous avez des communautés qui commencent à se complexifier et à tisser plus de liens. Et ici, à Norte Chico, on peut observer l'émergence d'un pouvoir. Et ce pouvoir, agissant sur un site et une communauté, communique avec les autres. C'est beaucoup plus complexe que tout ce que l'on peut voir dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Nous essayons donc de comprendre pourquoi ce système social est devenu plus complexe. Pourquoi des dirigeants ont-ils émergé dans ces sociétés ? Les groupes familiaux de chasseurs-cueilleurs, très efficaces bien que relativement simples, ont dominé la majorité de l'histoire humaine. En réponse à des conditions de changement à la fois culturelles, démographiques et environnementales, de nouvelles formes sociales peuvent voir le jour, avec davantage de rôles et davantage de gens pour jouer ces rôles. Dans le large spectre de l'évolution des systèmes culturels humains, depuis les 15 000 dernières années, il y a une tendance globale qui va vers une complexité toujours plus grande. Je pense au regard de l'ensemble du monde andin il y a 5500 ans, que les Andes ressemblaient à tout le continent américain. Il était peuplé de chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient dans le paysage. Et ce modèle a été le modèle de l'humanité pendant 200 000 ans. Puis à mesure que l'on s'approche du 3e millénaire avant Jésus-Christ, le paysage commence à s'assécher et ces ressources qui étaient disponibles ici sur la côte pour les chasseurs-cueilleurs ont également commencé à s'assécher et ils ont donc dû modifier leur style de vie.
D'intrigantes questions sur l'impact que les ressources alimentaires avaient sur ces centres de population subsistent donc. Comment garantir cette hypothèse climatique comme amorce du processus ? Enrique, buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Excelente. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Except the goofy Tony. You're taking your crew out? L'équipe du projet archéologique Norte Chico s'activera cette saison à trouver des réponses sur le site de Huaricanga, dans la vallée de Fortaleza. I want to drive you over there. So let's find out what we're. And then I think one more body. Aujourd'hui encore, le but des fouilles effectuées à Huaricanga tient en 2 points. Premièrement, obtenir du matériel organique pour le dater au radiocarbone. Et deuxièmement, prélever des déchets résidentiels pour constituer des collections de matériel manufacturé, botanique et zoologique. La première étape est le repérage du site, dont on pourrait penser qu'il s'attache à visualiser les structures apparentes, mais dont l'objet se trouve en fait à un niveau nettement plus petit, voire microscopique. La région constitue une scène idéale pour examiner l'émergence d'un système culturel sous des conditions originelles vierges. C'est à Lima, au laboratoire de paléobotanique de l'université Cayetano Heredia, que le voile va enfin se lever grâce à l'échantillon de Huaricanga. L'archéologie actuelle ne se borne plus à la fouille et fait appel aux analyses de pointe pour étudier le matériel trouvé sur les sites. Dans le cas de Norte Chico, c'est paradoxalement grâce aux technologies les plus récentes que l'on découvre les civilisations les plus anciennes. Le matériel qui provient de ces sites est basiquement constitué par des échantillons de sol, sédiments de différentes natures en fonction du lieu d'extraction. Notre fonction est d'obtenir du pollen pour pouvoir faire de plus amples analyses statistiques et déterminer avec elles quel type de plantes existait dans le passé. Le pollen est pour nous cette poudre de grains microscopiques produite par les fleurs et dont raffolent les abeilles. Comment le lier alors à des échantillons de sol désertiques ? Tout échantillon de sédiments qui arrive au laboratoire est immédiatement catalogué et enregistré dans une base de données. L'échantillon est ensuite dirigé vers une salle où il passe par une étape de lavage pour le diluer. Pour la phase suivante, la nocivité des produits utilisés nécessite une tenue plus adaptée.
Après quoi, on entre dans une phase dans laquelle agit toute une série d'acides spécialement choisis pour le type de sol de Norte Chico, qui est inorganique. L'acide fluorhydrique, par exemple, dissout une bonne quantité de minéraux. Après un bon nombre de lavages et de procédés acides, nous n'allons finalement conserver que le pollen. Le pollen est intéressant car c'est une structure microscopique formée d'une coquille d'une substance très dure appelée la propollénine. Cette substance est l'une des plus dures de la nature. Sa mission est de bien protéger la charge génétique qu'elle transporte, le gamète mâle. Si vous creusez des kilomètres en profondeur, vous pourrez rencontrer du pollen qui a conservé ses caractéristiques actuelles. Et c'est grâce à sa coquille protectrice qui supporte des pressions et des températures très hautes, ainsi que des taux d'acidité extrêmes. Souvent, les échantillons macroscopiques ne supportent pas d'être enterrés et se transforment en poussière, mais pas le pollen. Le pollen se maintient avec le temps et c'est pourquoi nous l'étudions. Faisant suite à ce processus de nettoyage du grain et d'extraction du sol, il ne va rester finalement que le pollen propre qui est déposé sur des lamelles. Ces lamelles sont ensuite placées sous un microscope relié à un système de comptage des grains de pollen. Cela sert à déterminer le niveau de concentration dans l'échantillon. Cette étape va permettre aux chercheurs d'établir des cadres statistiques dans des programmes informatiques spéciaux. Actuellement, nous avons analysé plus de 100 échantillons venant de différents sites des vallées Fortaleza et Pativilca. Ce graphique est un palinogramme et il nous montre la comparaison qui existe entre les différentes espèces que nous avons trouvées et les différentes formes en fonction du temps. Pendant toute la période où fleurit cette culture, ils ont dû faire face à une série de changements environnementaux mis en évidence par l'analyse palynologique. Nous avons d'abord des zones humides qui vont s'assécher au fil du temps jusqu'à obtenir l'environnement que nous avons aujourd'hui. Postérieurement, nous pouvons voir que cet environnement n'était pas vraiment similaire à celui d'aujourd'hui et nous nous en rendons compte par la présence de quelques espèces qui sont typiques de zones beaucoup plus hautes. C'est très important dans l'étude environnementale de la zone car cela indique que le climat était beaucoup plus froid et plus humide qu'aujourd'hui, ce qui nous montre que les conditions de survie étaient réunies à cette époque. Ce sont les conclusions de tout ce processus qui est vaste et difficile, mais qui à la longue nous donne des informations sur la manière dont les gens pouvaient survivre dans cet environnement. Et quelles ressources utilisaient-ils quand ce groupe humain a fleuri en ce qu'on pourrait appeler une des premières cultures de cette zone. L'assèchement progressif de la région est donc un processus continu qui se poursuit depuis 5000 ans. La microbotanique a permis à l'équipe de lever le voile sur la première partie de l'enquête, à savoir pourquoi les gens ont choisi de se sédentariser dans ce coin du monde. Le modèle général de complexité culturelle grandissante commence avec une fondation commune chez les petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades exploitant une large gamme de ressources. Ce schéma relativement simple, sous certaines conditions culturelles et matérielles, est suivi par une transformation stimulée par les origines et la propagation de l'agriculture. L'agriculture, bien sûr, n'est pas un inévitable développement de la chasse et de la cueillette. Toutefois, elle a mené à de nouvelles formations économiques et sociales et à l'apparition de villages sédentaires permanents. En revanche, un débat entre scientifiques au sujet de Norte Chico fait toujours rage autour de deux questions intimement liées.
Quel est le degré de développement de Norte Chico, directement imputable au mode d'alimentation d'origine marine de ses habitants? Une large ébauche de l'alimentation de Norte Chico a été esquissée. Les vestiges végétaux et marins sont d'ailleurs étudiés dans le même laboratoire situé dans la maison de fouilles. Est-ce la pêche abondante qui a initié son expansion vers l'intérieur des terres, ou au contraire la découverte et l'exploitation du coton qui a permis aux habitants de développer une pêche industrielle à la base de cette civilisation? Ce qui s'est passé est qu'ils ont commencé à se déplacer plus pour exploiter les ressources marines. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés dans ces vallées. Mais ils ne l'ont fait que dans une seule région. Et ce qui est intéressant ici à propos de Norte Chico, c'est que nous pouvons identifier historiquement où cette transition a eu lieu. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, il y avait des gens qui vivaient en bordure d'océan et qui pêchaient du poisson, des fruits de mer. Puis vous avez les gens qui ont choisi de se déplacer à l'intérieur des terres et qui ont récolté des plantes domestiquées comme le maïs, les haricots, la courge. Et ils ont commencé à les faire pousser en utilisant un système simple de canaux d'irrigation. En fait, cela représente une révolution dans l'histoire culturelle des Andes. Car ce qui se passe, c'est que dans une période très courte de temps, vous avez cette explosion de culture dans cette seule région. Tout le reste des Andes continue selon le système des chasseurs-cueilleurs, en petits groupes simples. Mais soudain, tout se met à germer à Norte Chico pour donner ces grands sites et leur architecture monumentale. Et ce sont vraiment les débuts d'une civilisation andine distincte. C'est là que les Andes sont devenues quelque chose de particulier par rapport au reste du continent américain et au reste du monde. Le développement d'une irrigation très répandue à partir des nombreuses sources d'eau provenant des Andes est d'ailleurs considéré comme un élément décisif de l'émergence de cette civilisation. L'architecture monumentale de plusieurs sites a d'ailleurs été retrouvée à proximité de ces canaux d'irrigation, comme par exemple ici sur le site de Cabayete. Tout autour de nous se trouvent des plantes que les gens cultivaient déjà il y a 4500 ans. Et pour ce faire, ils dépendaient du système d'irrigation par canaux. Ce petit canal que vous voyez est à la même place que le premier canal construit à Cabayete. C'est un canal court, simplement creusé à la pelle, et l'eau est déviée de la rivière sur une courte distance. Grâce à l'eau de ce canal, les gens ont pu faire pousser du coton, du maïs, des haricots et les autres fruits et légumes dont ils avaient besoin. C'est un système efficace car il est toujours utilisé aujourd'hui. Il n'a pas perdu sa valeur malgré les millénaires. Pour mieux comprendre les débuts de la domestication des ressources naturelles, résumons le processus alimentaire des premiers habitants de la région. Comme la population devait composer avec un environnement terrestre s'asséchant, ils ont commencé à dépendre de plus en plus des ressources foisonnantes de l'océan Pacifique. Ces ressources ont fourni une alimentation riche en protéines, mais pauvre en glucides, en amidon et en substances nutritives contenues dans les plantes. Dans une zone particulière, le Norte Chico, certains habitants ont été plus débrouillards en faisant pousser leurs propres plantes. Ils ont initié un système simple d'irrigation quand ils ont compris comment acheminer l'eau des rivières jusqu'aux terres fertiles dans un relativement petit nombre d'endroits propices à l'intérieur des terres. Ils ont choisi des plantes déjà domestiquées dans d'autres régions, comme les haricots ou le coton, et ont rapidement établi un régime économique complètement nouveau. Ces innovateurs, venant de l'intérieur des terres, étaient les tenants du pouvoir à l'échelle régionale. Ce pouvoir
était basé sur le contrôle de la production à la fois du coton et des aliments issus des plantes cultivées, essentiels à une alimentation équilibrée. Les gens qui vivaient ici cultivaient une grande variété de produits, mais ils dépendaient des aliments marins pour leurs protéines. Ils devaient donc échanger avec les pêcheurs. Et initialement, il s'agissait probablement d'un échange très simple de poissons contre du coton. Au fil du temps, ce que nous voyons est la preuve grâce aux fouilles de la venue de pêcheurs pour camper. Nous voyons des fragments de filets, des poids qui leur étaient attachés avec des cordes de coton. Et bien sûr, nous savons qu'ils rentraient sur la côte, car les sites côtiers ont des restes de fruits et légumes qui étaient cultivés dans les terres. Le coton semble avoir été le symbole d'un pouvoir local, agissant comme le sceau de la relation économique, liant les communautés de la côte aux groupes intérieurs. Mais comment expliquer que cette base d'échange de subsistance ait pu déboucher sur une civilisation organisée, construisant des édifices de grande envergure? Les pêcheurs, à leur tour, avaient besoin du coton, mais des plantes comestibles, pour avoir une alimentation équilibrée. Pourquoi avaient-ils besoin du coton? Pour faire leurs filets afin d'exploiter efficacement les ressources marines. Il faut du coton pour faire des filets. Et à leur tour, les habitants des terres avaient besoin de ces ressources marines pour avoir une alimentation protéinée. Vous bâtissez donc cette relation économique, mais il faut la cimenter, et elle s'affermit grâce à la religion. La religion a été utilisée par le pouvoir dans ces sites continentaux pour y attirer les gens. Ils participaient aux cérémonies et festoyaient. Les festins en sont une partie importante. Les gens venaient, festoyaient et participaient à la cérémonie. Ensuite, les pêcheurs venaient de manière saisonnière. Ils venaient probablement en août, quand les rivières sont basses. Quand le niveau des rivières est bas, il y a moins d'activité agricole, et c'est en août que la pêche est la pire. Si vous parlez à des pêcheurs le long de la plage, ils vous diront « Ce n'est pas très bon actuellement, les vagues sont vraiment dures, nous n'attrapons presque rien ». Je pense donc qu'ils venaient à cette période. Vous avez donc ce cérémonialisme, vous avez ce début de religion organisée et centralisée. Et comment savons-nous qu'elle était centralisée? Bon, ces constructions monumentales, il doit bien avoir quelqu'un pour diriger les travaux. Partout, ce sont les mêmes constructions. Elles ont toutes le même modèle. Un grand monticule supportant une plateforme, une place circulaire encastrée lui faisant face, et des roches sacrées appelées wakas. Tout le monde pratiquait donc le même type de religion, et elle était dispensée par le pouvoir. Donc vous avez la centralisation de ces sociétés, l'organisation de ces sociétés centrée à la fois sur l'économie et la religion, comme vous avez en même temps cette relation économique entre agriculteurs et pêcheurs. Pour résumer, les pêcheurs venaient donc, en plus d'échanger leur production avec les communautés continentales, accomplir des rites d'une religion commune. Parallèlement, les campements éphémères et les petits villages de pêcheurs laissent donc place à cette période à des centres résidentiels et cérémoniels permanents. Quant à l'existence de cette religion centralisée, les membres du projet archéologique Norte Chico ont pu s'en assurer d'une manière très visuelle. Donc, pendant que les pêcheurs faisaient ces allers-retours réguliers,
nous voyons également la construction de ces grandes pyramides. Et d'où venait la main-d'œuvre? Eh bien, une partie provenait de la population agricole vivant ici, mais une autre partie provenait probablement des pêcheurs qui venaient ici pour échanger. Et tout ça s'est donc transformé en un système d'échange et de culte, fait à la base peut-être pour cimenter des accords, mais sur le long terme, nous voyons le développement de grandes pyramides et de lieux de réunion. Nous assistons donc au début d'une pratique rituelle introduite dans le processus d'échange. C'est donc en datant les différentes strates correspondantes aux étapes de construction de l'architecture cérémonielle que les archéologues ont pu se rendre compte qu'elle témoignait du passage saisonnier de communautés extérieures, à savoir les pêcheurs. Le pouvoir idéologique reposait sur l'accès aux divinités et au surnaturel. Les témoignages concernant la religion de Norte Chico sont limités mais fascinants. L'image du dieu bâton, Vichama, une divinité majeure des cultures andines plus récentes, a été trouvée sur une gourde datant de 2250 avant Jésus-Christ, suggérant un artisanat de symboles divins communs. Nous avons vu que l'acte de construction architecturale et sa conservation étaient d'ailleurs une expérience spirituelle, un processus cérémoniel d'exaltation commune. Les zones de construction montrent des signes possibles de festin qui comprenaient musique et probablement alcool, laissant entrevoir une élite capable à la fois de mobiliser et de récompenser la population. Le degré d'autorité centralisée est difficile à constater, mais les modèles de construction architecturale suggèrent un pouvoir significatif. Si certaines constructions monumentales ont été bâties par rajouts successifs, d'autres édifices semblent avoir été construits en une ou deux phases de construction intense. Cela est représentatif d'une élite qui, au moins à certains endroits et à certains moments, exerçait un pouvoir considérable. L'architecture communautaire est donc un indicateur clé de l'apparition de formes centralisées et stables de pouvoir et de prise de décision. Le site de Caballete est un des plus importants de la civilisation de Norte Chico, ce qui peut à première vue surprendre au regard de ce paysage lunaire. Son modèle n'en demeure pas moins un archétype architectonique qui va marquer les Andes. La construction des centres cérémoniels du pré-céramique tardif, dans le cas des vallées de Norte Chico, présente une grande planification. Ces sites sont organisés comme à Caballete, en espaces ouverts, de telle manière que les édifices forment un plan en U. Ce type de construction va être d'une grande importance pour le modèle andin. Dans le cas de Caballete, les monticules principaux sont disposés en un axe dont les points de vue convergent vers une petite plateforme située à la moitié du site et qui semble associée à une pierre de forme singulière qui joue un rôle essentiel au sein de la configuration du site. Les échantillons datés par l'équipe de Jonathan proviennent d'un champ complet d'activités de construction et d'occupation et démontrent la longévité des sites individuels dans la région. Il y a aussi un grand nombre de dates après 1800 avant Jésus-Christ, qui sont généralement associées à la présence de céramique, et qui indiquent que les vallées et même certains des sites datant de l'archaïque tardif ont continué à être occupés à la période suivante. Malheureusement, il y a eu des destructions à grande échelle d'un bon nombre de sites intérieurs qui rendent effectivement impossible avec une quelconque certitude scientifique de savoir qui fut le premier à émerger des sites côtiers ou des sites intérieurs dans le développement évolutif d'un système culturel complexe. Punta Isuela, le site de Pativilca, possédant les plus anciennes datations de tout Norte Chico, a été nivelé et labouré à 85% par l'agriculture moderne.
Le site de Chaura, à Fortaleza, a été utilisé comme mine de gravier et est détruit aujourd'hui à 95%. Toutefois, l'équipe du projet archéologique Norte Chico a mis au point une installation de pointe faisant appel au patrimoine d'images aériennes du Pérou et aux récentes technologies de positionnement satellite pour obtenir ce que l'on pourrait appeler la région archéologique de Norte Chico. Le système que nous avons est basé sur les données GPS différentielles corrigées. Nous avons une station de base qui est située sur le toit de la maison. 3 des vallées sont dans un périmètre de 75 km de la maison. Donc, quand l'équipe de prospection sort pour collecter des données, elles sont enregistrées grâce à un de ces appareils qui trie les données et les envoie à la maison. Cela donne un meilleur contrôle spatial sur les données que nous collectons sur le terrain. Le système que nous expérimentons nous permet de collecter des données de manière consécutive sur plusieurs années. Et cette collecte peut se faire de manière cohérente et organisée dans un espace cohérent. Le phénomène culturel de Norte Chico est suffisamment vaste et complexe pour ne pas être saisi dans son ensemble en une seule saison de travail de terrain. Les conditions que doivent remplir les données servant à valider une théorie sont draconiennes. En les collectant et en cartographiant les sites sur le terrain chaque année, les chercheurs accumulent plus efficacement les données et peuvent ainsi découvrir et explorer des modèles inattendus. En plus d'une simple cartographie faite en arpentant les sites, nous collectons des points de contrôle au sol de caractéristiques comme des intersections de routes qui ne bougent pas dans le temps. Nous pouvons alors trouver ces points connus dans les photographies aériennes. Nous scannons et géoréférençons ces photographies en nous basant sur les données GPS que nous avons collectées sur le terrain. Un des défis quand on veut comprendre les modèles d'installation d'une époque comme l'archaïque tardif est d'être capable de reconstruire les sites quand on le peut. Une des choses que nous essayons de faire est de profiter de ces fabuleuses archives de photographies aériennes pour reconstruire les portions de sites qui ont été détruites par des processus comme les glissements de terrain d'El Niño, la construction de routes et l'agriculture industrielle. C'est une des facettes de ce que nous faisons. Quand nous commençons à travailler sur un site spécifique comme Cabayete ou Huaricanga, de la même manière que nous comptons sur l'imagerie satellite et les photos aériennes pour nous assister dans la cartographie à l'échelle régionale, nous utilisons des photographies numériques en hauteur de certaines zones de fouilles spécifiques pour produire des cartes photographiques. You know, I go for something like that. You may have to adjust it depending on... Okay. Or maybe I can. Hit the button on the pro. I just go with it. All right. Stack naturally. La fouille proprement dite est destructrice et nous nous engageons à fournir des témoignages de ce que nous avons mis à jour dès que c'est possible. En utilisant ces méthodes, en combinant la station globale à un appareil photo numérique, nous produisons un témoignage photographique complet de toutes les mises à jour que nous produisons.
Puis, quand nous passons au niveau suivant, nous avons ce témoignage photographique que nous pouvons consulter une année plus tard, quand nous nous demandons d'où vient un échantillon de pollen précis. Le système que nous avons mis au point ici et que nous continuons à développer de saison en saison, au fur et à mesure que nous rencontrons de nouveaux challenges, fournit un mécanisme qui permet d'avoir un témoignage très complet. C'est le but. Il ne reste plus qu'à sortir et à le faire. Nathan, Jonathan, Winifred et toute l'équipe du projet archéologique Norte Chico ont réussi en combinant leurs efforts à établir un modèle théorique alternatif. Ce modèle met en avant une sphère régionale d'interaction munie d'un noyau politique dominant dans la région de Norte Chico, ainsi que la participation d'un grand nombre de communautés de pêcheurs le long de la côte péruvienne. Il devient dès lors nécessaire de repenser le développement économique, social et culturel, ainsi que les débuts de la civilisation au Pérou, de même que dans tout le continent américain. Grâce au travail du projet archéologique Norte Chico, notre perspective sur cette période charnière de l'histoire humaine est très différente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Si on permet aux recherches avisées de se poursuivre dans la région, notre compréhension de cette période clé de l'histoire des Andes progressera rapidement. La zone offre la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur les origines préhistoriques de la plus ancienne société complexe à émerger en Amérique, qui a emprunté un chemin différent vers la civilisation. Malgré les efforts de l'équipe de Jonathan, et au vu de l'état fortement endommagé de la plupart des sites, il est fort probable que la question de la poule ou de l'œuf reste à jamais en suspens de manière empirique. Néanmoins, le patrimoine mythologique de Norte Chico est si vivace qu'il permet à cette civilisation de rester gravée dans les esprits andins. Il s'agit d'un mythe merveilleux qui a été noté au XVIIe par un missionnaire espagnol qui se baladait à travers le Pérou. Et il trouva donc ce mythe dans lequel l'origine remonte au dieu Vichama. Vichama était le fils du soleil et il fut créé pour la première femme pour apporter la fertilité au sol. Vichama partit ensuite et chemina à travers le monde comme le fait son père, le soleil, pour contempler les choses. Pendant son voyage, son méchant frère, Pachacamac, tua sa mère. Vichama, en rentrant de son périple, se rendit compte que les gens avaient aidé Pachacamac à détruire sa mère. Alors, dans sa colère, il changea ses gens en pierre et les dispersa dans la nature. Mais il se calma, retrouva son père le soleil et lui dit « Nous allons ramener ces personnes. » Il prit donc ces pierres et les transforma en wakas, qui sont disposés dans le paysage comme lieu d'adoration pour être vénérés. Je suis assis sur ce qui devait être une waka, dont on peut noter l'importance grâce aux pétroglyphes qui y figurent. Puis des membres de sa mère, il fit 3 œufs. Le premier d'or, l'autre d'argent et le dernier de cuivre. De l'œuf d'or sortirent les curracas, c'est-à-dire les chefs. De l'œuf d'argent, leurs femmes, et de l'œuf de cuivre sortit le peuple connu sous le nom de Mitayo. Le mythe de Vichama vient de Norte Chico. Il parle de vivre à Barranca, à Huaora, à Supe, à Vegeta,
La demeure de Vichama est censée être à Vegeta. Donc vous avez ici un mythe originel de la région andine qui est centré sur la région de Norte Chico. Je pense qu'il y a des racines profondes de mémoire. Les gens se souvenaient ainsi des débuts de la civilisation, ici, dans les Andes. Le prestige culturel de ce pays, qui a accouché de civilisations aussi importantes que les Incas, vient donc de ce petit coin de côte, s'étant développé au 3e millénaire avant notre ère. Ainsi, si l'origine de l'œuf garde encore son mystère, c'est l'embryon qui l'a porté qui aujourd'hui fait battre le cœur du pays. Si on en croit le mythe, les habitants de Norte Chico et par là même du Pérou en ont éclos.